Second mandat du président de la République, Issoufou Mahamadou, après 100 jours de gestion, quel bilan faut-il en tirer? Analyse et réaction des citoyens dans ce journal. Les résultats du bac 2016 seront-ils meilleurs que ceux du BPCE 2016? Réponse dans quelques jours, mais en attendant, les candidats apprécient les épreuves écrites qui ont pris fin ce matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, a déjà 100 jours pour son nouveau mandat qu'il a débuté le 2 avril 2016. Après ces 100 premiers jours de la deuxième mandature du président Issoufou Mahamadou, que peut-on retenir de la gestion du président de la République? Réponse dans cet élément préparé par Hassan Saleh Moustapha. Le programme de Renaissance Acte 2, que je me propose de mettre en œuvre pendant le quinquennat qui commence aujourd'hui, reprend toutes les priorités de celui qui vient de s'achever. 5 jours après l'investiture du président de la République pour un second mandat le 12 avril dernier, le train de la Renaissance Acte 2 ne semble pas être toujours sur les rails. On a l'impression comme si c'est une continuité. Parce que, évidemment, nous avons décrié cette pléthore du gouvernement. Malheureusement, les 41 ministres sont là. J'ai la ferme conviction, le dynamisme cela insufflé avec une équipe moindre. Bon, après 100 jours, je pense qu'il est temps que le président de la République nous écoute un peu. Parce qu'il est vraiment temps d'arrêter. Il faut vraiment revoir cette équipe. Nous, ce qu'on avait pensé, c'était un gouvernement de combat. Maintenant, là, pas. Le problème, c'est que, exceptionnellement par rapport au premier mandat, même la déclaration de politique générale a pris du temps. Rien que des mouvements de contestation sur le front social. Les enseignants, les scolaires, les agents des municipalités, les médecins, bref, dans les différents secteurs sociaux, que des frustrés durant ces 100 premiers jours de la deuxième mandature du président de la République, Issoufou Mahamadou. On ne sent aucun changement. Les médecins spécialistes continuent leur grève. Le secteur éducatif brûle. Juste les vacances. Ça veut dire que le problème est reporté. À la rentrée, ça reprend. Nous avons estimé qu'avec le deuxième mandat, qu'on allait voir clair dans le système éducatif. Il faut un peu dépassionner les choses et un peu lancer pour qu'on ait une certaine stabilité. L'école ne marche pas comme ça, là, avec de la grogne partout et chaque jour. On pensait évidemment voir un indice aussi du côté de la santé. Mais les médecins spécialistes, mais c'est quoi leur problème? Mais pourquoi on ne peut pas s'asseoir avec eux et leur dire ce qu'on peut? Pour l'acteur de la société civile, l'heure n'est plus aux récompenses des alliés, mais plutôt au travail. Les gens ont fait 3 mois ministre, ça suffit, c'est bon. Maintenant, vraiment, il faut arrêter cette idée de récompenser. Non. 41 ministres, qu'est-ce qu'il faut évaluer? Et qu'est-ce que ça a changé? C'est même plus léthargique qu'avant. Donc, il faut vraiment modifier. Il faut reprendre le gouvernement avec un nombre restreint. On ne peut pas aller comme ça. Les sentiments ne peuvent pas gérer un pays. Et on ne peut pas aller loin avec les sentiments. Si les sentiments gèrent un pays, nous, on aurait dû être la première puissance économique dans le monde. Au grand mot, le grand remède, dit-on. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le président pourrait changer la donne, estime El Hadj Idi Abdou. Il suffit que nous soyons responsables et que nous aimons notre pays et nous appliquons les principes. Nous appliquons l'orthodoxie et on n'aura aucun problème. Vous allez voir, d'ici un an là, les choses vont commencer à se décanter et vous n'allez plus voir les visages froissés des Nigériens, vous allez voir de la lumière à travers les visages des Nigériens. Et ça, seul le président de la République a la clé. Ça dépend de lui. S'il le veut dans un an là, vous allez voir les choses très claires et vous allez voir nos visages souriants. Maintenant, s'il ne veut pas, on va continuer à se lamenter et à répéter les mêmes discours parce qu'on ne nous écoute pas, parce qu'on n'écoute pas le peuple.
Pour rappel, c'est un programme axé sur 8 points, à savoir la consolidation des institutions, la sécurité, les infrastructures, l'initiative 3N, les secteurs sociaux de base pour ne citer que cela que le président de la République a soumis aux Nigériens. Des points que ces Nigériens attendent de voir leur concrétisation dans les années à venir. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de l'entretien que nous a accordé l'acteur de la société civile Alhaji Idi Abdou. Un entretien qui a porté sur la gestion des 100 premiers jours de la deuxième mandature du président de la République, Issoufou Mahamadou. Dans le même volet, les citoyens eux aussi apprécient la gestion des 100 jours du second mandat du président de la République, Issoufou Mahamadou. On écoute la réaction de quelques citoyens que nos reporters ont interrogés ce matin. Moi, très sincèrement, je pense que c'est positif, dans la mesure où il est arrivé dans une situation un peu délicate par rapport à l'opposition. Il a pu sécuriser les pays en repoussant les islamistes qui sont en train de tenter mille et une fois de rentrer dans notre pays. Et bientôt, il va libérer les opposants qui ont tenté un peu de déstabiliser et que, par la grâce de Dieu, le Niger est un pays béni. Tout s'est bien passé, ils étaient emprisonnés, c'est vrai. Ils ont purgé leur peine et bientôt ils seront libres. Moi, je pense que c'est vraiment positif pour le moment. Oh, c'est petit à petit que l'oiseau est allé tout loin. En tout cas, pour moi, vraiment, je peux dire que c'est un bilan positif du moment où vraiment il y a la stabilité totale. Oui, je peux dire que c'est positif. Oui, il y a une stabilité. Donc, on peut dire que, bon, du point de vue, on peut dire que vraiment, si ce n'est pas vers du fall qui est peut-être, bon, là encore, même aux États-Unis, qui a des cas isolés, même le Niger ne peut pas être épargné. Oui. Les militaires font de leur mieux, donc on peut toutefois espérer. Et je crois que les 100 jours, il les a mis vraiment pour s'asseoir. Pour le moment, on n'a pas vu un vrai travail à part. Peut-être je peux parler du dernier conseil de l'entente là, mais à part ça, j'ai rien vu. Je pense que tous les ministres sont venus, ils sont en train de s'asseoir. Je voulais aussi revenir sur les ministres, ils sont vraiment nombreux. Il y a beaucoup de ministres au Niger. Je ne sais pas dans quelle politique il a fait. Je suis d'accord s'il y a un partage des gâteaux qu'on les fasse bien avec tous les 40 combien de partis politiques qui ont soutenu Issou. Mais tout ça, ce n'est pas un vrai problème. Le vrai problème, il faut que ces ministres travaillent. Parce que le Niger est toujours dernier. Et ça, c'est inquiétant. L'insécurité, on connaît tout ce qui se passe à Bosso. Il faut aussi que Issou pense plus à ça. Et ça serait bien qu'il fasse un voyage dans la région de Difa. 100 jours dans 365 qui font une année, c'est quand même minime par rapport surtout à quelqu'un qui en a pour 5 bonnes années. Et je crois que vouloir déjà faire des bilans en 100 jours, c'est peut-être trop exagéré. Il est toujours le président dans ses séjours de soyez le bienvenu, installez-vous, prenez la température de la maison, tout ça. Parce que je ne vais pas faire de comparaison. Ce n'est pas parce qu'il a été réélu qu'il faut penser qu'il est ancien. Non, moi je crois que quand il vient, en venant la dernière fois, ça dit les 5 premiers mandats, il était venu avec un programme. Aujourd'hui, il est venu avec un autre programme. Donc c'est une nouvelle personne en fait qui a 100 jours aujourd'hui dans ces 5 années qui lui reste à faire sinon les 4 ans et demi. Je déplore un cas. On a l'impression que pendant ces 100 jours-là, que depuis après ces élections-là, le Niger n'a plus d'argent. Moi, c'est l'impression que j'ai. Les infrastructures, ça ne tourne pas comme auparavant. Où est parti l'argent de ce pays-là? Parce que moi, je ne comprends pas quoi. Voilà. Sinon, on sent que le président est silencieux. Et peut-être dans son silence, il est en train de préparer quelque chose. Parce qu'on dit souvent le silence, c'est quand on travaille. Mais en tout cas, nous avons tous les oreilles, les yeux ouverts, en train d'attendre. Qu'est-ce qui va sortir de ce silence-là? Autre aspect de cette édition d'information, le réseau national des chambres d'agriculture du Niger a tenu hier son assemblée générale ordinaire.
C'était dans la salle de réunion de l'hôtel Sahel de Niamey. Cette rencontre, la première du genre sous la troisième mandature du RECA, rentre dans le cadre de la commémoration des 10 ans du réseau placé sous le thème 10 ans d'action au service de la profession agricole et des producteurs. Le résumé avec Adam Ousmana. La présente rencontre regroupant des acteurs du secteur agricole du Niger et ses différents partenaires vise entre autres à faire le point sur les activités menées par le réseau national des chambres d'agriculture après 10 années d'existence. Ainsi, cette assemblée générale a permis aux participants de se pencher sur les défis à relever pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi pour l'amélioration significative de la situation des productrices et producteurs agricoles au Niger. Une rencontre vivement louée par le représentant du ministère de tutelle qui a d'ailleurs rassuré le RECA de leur soutien. La présente Assemblée régionale générale ordinaire du RECA constitue un cadre privilégié de discussion, d'échange, de partage sur les difficultés, les contraintes d'ordre technique et financier que vit l'institution. C'est aussi un acte de bonne gouvernance à saluer. Elle est placée sous plusieurs objectifs. En effet, au cours de vos travaux, vous aurez à examiner les points suivants. La présentation et la validation du rapport d'activité 2015 du RECA, la présentation et la validation du programme d'activité 2016 de l'institution. Après une journée entière d'échanges, les participants à cette assemblée générale ordinaire ont eu à formuler d'importantes recommandations dont, entre autres, améliorer la circulation interne et externe de l'information en direction des consulaires des CRA, augmenter la visibilité des CRA et du RECA en entreprenant des campagnes médiatiques, conformément aux propositions des commissaires aux comptes, prendre différentes mesures pour améliorer la gestion financière et comptable, mise à jour du manuel de procédure de gestion administrative et financière, paramétrage du logiciel de gestion, mobiliser des ressources au niveau du RECA et des CRA pour prendre en charge les réunions statutaires et c'est de la prochaine Assemblée générale. Développer une stratégie pour assurer une plus grande autonomie financière du RECA et des CRA. Promouvoir les activités de l'élevage, poursuivre le plaidoyer auprès de l'État pour améliorer la commercialisation des produits agricoles. Procédant à la clôture des travaux, le président du réseau national des chambres d'agriculture n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux membres du RECA pour la réussite de leur mission. Nous sommes sur la bonne voie. Il faudrait davantage vous armer de patience et de courage et de sacrifice même, parce que sans cela, nos objectifs seront loin de nous. Et aussi longtemps, tant et aussi longtemps que nous n'arrivons pas à respecter les décisions que nous avons prises, nous ne pouvons pas espérer que quelqu'un d'autre puisse prendre des décisions sanitaires pour nous. Nous n'avons pas de droit à l'échec. Il faudrait que nous armions davantage d'abnégation, de dévouement pour nous-mêmes et pour la profession. Si nous ne le faisons pas, nous allons rater le train. Nous allons rater le train de développement. Ainsi, c'est sur une note de satisfaction générale qu'a pris fin cette première rencontre sous la troisième mandature du RECA dans l'espoir de booster le secteur agricole qui constitue le pilier de l'économie nigérienne. Je l'annonçais dans les titres, fin ce jeudi matin sur l'ensemble du territoire national, les épreuves écrites de la session 2016 du baccalauréat. Les candidats à cet examen ont terminé ce matin avec l'épreuve facultative de couture et dessin au choix. Dans l'ensemble, les épreuves ont été plus ou moins abordables selon les candidats que notre reporter Michel Deji a interrogé. Cette dernière épreuve n'a en réalité aucun effet sur l'admission ou non du candidat, mais favorise plutôt l'obtention d'une mention pour ceux qui seront admis au premier groupe communément appelé écrit. En ce qui concerne les autres épreuves, chaque candidat tente de garder le moral
en attendant les délibérations des jurys qui procèdent sur place aux corrections. On ne s'attendait pas vraiment aux épreuves qui nous ont été présentées, mais quand même c'est bon. Qu'est-ce qui a été difficile? Je dirais la philosophie, parce que les gens s'attendaient à ce que la violence intervienne. Mais ça va. Heureusement qu'on ne s'est pas basé seulement sur ça. On nous a apporté l'existence ou la mort, qui était un chapitre vraiment depuis les premiers chapitres. Voilà, donc on ne peut pas... Vous voyez quoi? Et aussi, il y a l'État qui est intervenu en commentaire. Et les gens ne maîtrisent vraiment pas trop le commentaire en philosophie. Et un autre sujet sur la conscience règne mais ne gouverne pas. Donc les gens aussi là, c'est un problème parce que d'aucuns pensent que c'est sur la conscience et l'inconscient. Or, d'autres disent que non, c'est l'État encore. Il y a des problèmes, voilà. Les épreuves sont très bonnes, pas de difficultés dedans. Sont très contents. Nous attendons les résultats maintenant. Ce ne sont pas beaucoup des épreuves qui ont été difficiles, c'est juste l'épreuve de maths qui a été un peu difficile et ça aussi c'est bon. Nous pouvons dire que ça va aller, Inch'Allah. Les épreuves se sont déroulées normalement. Il n'y a pas eu de problème et les correcteurs sont à présent dans les salles pour faire leur travail. Donc nous sommes à ce stade-là. Nous sommes en train de réunir les copies corrigées au fur et à mesure. En attendant la proclamation des résultats, les candidats doivent vivre à présent l'un des moments les plus difficiles, l'attente. Heureusement que celle-ci ne prend que 3 à 5 jours pour le bac et le début des épreuves du second groupe est prévu pour le jeudi 21 juillet prochain dans l'ensemble des jurys du territoire national. Le théâtre au service de la citoyenneté, c'est le défi du projet Assises citoyennes dont les responsables ont animé ce matin une campagne de sensibilisation sur le passage automatique des élèves. Le compte rendu de Asma Oseidou. Contribuer à la promotion de la culture nigérienne et à la stabilité sociale, c'est le principal objectif du projet Assises citoyennes qui a initié une campagne de sensibilisation qui va sillonner les différentes régions du pays. Nous avons initié ce projet il y a quelques mois pour participer à une réflexion. On s'est posé des questions autour de quel est le rôle de l'artiste dans sa société aujourd'hui. Comment, en tant qu'artiste, on peut réfléchir à apporter des changements de comportement. Comment on peut réfléchir à apporter notre contribution avec le Niger, notre pays, qui est le bien que nous avons le plus cher, comme disait Kounché. Comment prendre notre place en traitant de notre quotidien, en puisant dans notre paysage quotidien des problèmes qui nous concernent, des maux qui minent notre société, en parler, mais surtout donner l'occasion aux Nigériens d'en parler entre eux. Nous avons pensé donc à ce cadre-là, à ce concept-là, qui consiste à réunir des Nigériens, à faire foule et de donner la parole. La prise de parole, elle est fondamentale. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion, devant une foule, de prendre la parole et de dire notre opinion. Ce projet permet également d'éveiller les élus sur les aspirations de leurs citoyens en leur transmettant un procès verbal des lois qui ont été votées par les citoyens. Cette conférence a été précédée par une présentation des sketchs sur le passage automatique des élèves qui conduit à une baisse de niveau de ces derniers. Du sport, avant la partie magazine de cette édition, le président de la Fédération nigérienne de Maracana et discipline associée a animé cet après-midi une conférence de presse autour des échanges avec la presse sportive, le point des préparatifs de la deuxième journée du championnat national de Maracana. 8 équipes, dont 4 de Niamey et 4 de l'intérieur du pays, prennent part à cette deuxième journée du championnat national de Maracana.
Au cours d'un point de presse qu'il a animé cet après-midi, le président de la Fédération nigérienne de Maracana et discipline assimilée a expliqué les raisons de la formule du 10 championnat de Maracana. La particularité des championnats de Maracana, c'est que les championnats se déroulent en une journée. Parce que c'est des matchs de 2 fois 10 minutes, mais temps chrono. Et donc on peut jouer autant de matchs, suffisamment de matchs dans la journée. Et avec les 8 équipes, nous avons prévu 22 matchs, en tout cas jusqu'à la finale. Donc les équipes seront réparties en deux poules. Ils vont jouer une sorte de championnat. On va jouer les demi-finales avec les 2 premiers qui vont jouer les demi-finales et la finale et la troisième, les matchs de 3e place et 4e place. Donc voilà comment ça va se dérouler. Donc le samedi du matin, en tout cas, ça va démarrer normalement à partir de 8h, 8h30 jusqu'à 9h. Peut-être qu'on pourra démarrer à 9h. Et on va faire le dernier match, la finale va se jouer vers 17h. Donc entre-temps, il y aura peut-être 21 matchs qui vont se dérouler pendant la journée. Débuté en février dernier, le championnat national de Maracana va durer 6 journées avec au finish un vainqueur. Pendant cette année-là, il y a eu une évolution par rapport aux effectifs, par rapport au club, et par rapport à l'engouement surtout que cette discipline-là a apporté à travers le Niger. En tout cas, à travers les localités où les ligues, les régions où les ligues ont été déjà mises en place. Donc là, malheureusement, nous n'avons pas pu faire un bilan concret, un bilan réaliste jusque-là, mais selon les informations que nous avons, parce que nous avons pu faire en tout cas des déplacements à l'intérieur du pays, même si ce n'est pas spécialement dans le cadre du Maracana, et nous avons pu profiter pour voir qu'il y a eu une évolution, en tout cas depuis 2 ans, depuis l'année dernière du moins, il y a eu une évolution par rapport aux effectifs dans les clubs, parce que au début, il y a des clubs qui n'arrivaient même pas à réunir les 12 joueurs pour s'entraîner normalement. Et actuellement, en tout cas, tous les clubs qui sont invités, ils viennent au minimum avec 15 joueurs. 15 joueurs, c'est-à-dire tous les clubs qui seront là, en tout cas à la 2e journée là, ils sont au minimum 15 joueurs et il y a une vingtaine de personnes par délégation, dont au minimum il y a 15 joueurs. Or, la dernière journée qu'on a eu à faire, la première journée qu'on a eu à faire, on a eu des équipes qui sont venues, en tout cas des gens qui sont venus avec à peine 8-9 joueurs. Des points relatifs aux préparatifs de la participation du Niger à la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana au Ouagadougou 2016 et l'évolution du Maracana au Niger ont été également développés par le président de la FENIMADA, Sadou Megizo, de rassurer l'opinion que le Maracana se développe tout lentement mais sûrement dans notre pays. Place à présent à la partie magazine de cette édition d'information. Elle est consacrée à l'entretien que nous a accordé l'acteur de la société civile, Alaji Diabdou. L'entretien a porté donc sur les 100 premiers jours de la 2e mandature du président de la République, Issoufou Mahamadou. Mesdames, Messieurs, bonne réception, bonsoir. Je pense qu'il est important qu'on constate un changement radical. C'est un nouveau mandat. Il faut insuffler vraiment du dynamisme. Et que les grèves là, il faut discuter. Il faut discuter avec les partenaires et des discussions franches et sincères pour trouver une solution. Pratiquement, si je prends un exemple, les résultats au BEP et au CAP, c'est de l'enseignement professionnel. Le résultat est en deçà de l'année passée. Et entre autres raisons, c'est les grèves. Ce sont des grèves parlées, des grèves intempestives, et des enseignants, et des élèves ou des étudiants. Je pense qu'il faut arrêter ça. Ce qu'on attend du président de la République, lui-même il l'a dit, qu'il veut sortir par la grande porte. Qu'après ce 2e mandat, que les gens constatent qu'il a marqué l'histoire et positivement. Et pour cela, il faut qu'on constate un changement dans
l'éducation. Voilà les secteurs qui sont les baromètres. L'éducation, la santé, la sécurité. La sécurité, nous avons connu la barbarie de Boko Haram. Je pense qu'il est important que maintenant le gouvernement s'est installé. Et évidemment, on a l'impression comme si c'est une continuité. Parce qu'évidemment, nous avons décrié cette pléthore du gouvernement. Malheureusement, les 41 ministres sont là. Et j'espère, parce que moi j'ai la ferme conviction, le dynamisme cela insufflé avec une équipe moindre. Bon, après 100 jours, je pense qu'il est temps que le président de la République nous écoute un peu. Et surtout, vu le contexte économique du Niger, nous, ce qu'on avait pensé, c'était un gouvernement de combat. Maintenant, là pas. Le problème, c'est que, exceptionnellement par rapport au premier mandat, même la déclaration de politique générale a pris du temps. Donc, c'est marqué, les 5 jours sont marqués par le temps pris par la déclaration de politique générale. Et finalement, bon, on est là, où on ne sent aucun changement. Les médecins spécialistes continuent leur grève, le secteur éducatif brûle, juste les vacances. Ça veut dire que le problème est reporté, à la rentrée ça reprend. Les municipalités, oh, c'est vrai. Enfin, les municipalités, ça c'est un autre débat. Moi je pense qu'il faut revoir la loi portant sur les municipalités. Parce que si tu prends par exemple la ville de Niamey, en réalité les maires qui sont dans les arrondissements, en fait ce ne sont pas des maires. Ce sont des représentants du maire central. Parce qu'ils sont là pour collecter les sous et envoyer à la portion centrale. Les maires là qui sont dans les arrondissements, ils ne sont même pas capables de curer un caniveau. Et maintenant, ce qu'on ne comprend pas, l'argent est centralisé à la mairie centrale et les gens continuent. C'est la même chose, eux-mêmes, ils accumulent des arriérés, je pense. Tout comme les enseignants contractuels. Leurs arriérés sont là. Nous avons estimé qu'avec le deuxième mandat, qu'on allait voir clair. Dans le système éducatif, il faut un peu dépassionner les choses et un peu lancer pour qu'on ait une certaine stabilité. L'école ne marche pas comme ça, là, avec de la grogne partout et chaque jour. Ça ne marche pas comme ça. On a pensé qu'on allait voir un indice d'apaisement dans ce secteur. On pensait évidemment voir un indice aussi du côté de la santé. Mais les médecins spécialistes, mais c'est quoi leur problème? Mais pourquoi on ne peut pas s'asseoir avec eux et leur dire ce qu'on peut? C'est tout. Mais il faut arrêter. Un État ne peut pas. On ne peut pas regarder une couche socio-professionnelle qui grève pratiquement. La grève est devenue systématique dans un État. Mais où est l'État? Nous, on doit arrêter ça. Et j'espère que vraiment, moi, ce que je peux retenir, d'abord, le retard pris par la déclaration de politique générale, les problèmes sociaux qu'on avait connus, ils persistent. La preuve, les grèves dans le secteur éducatif et dans le secteur de la santé. Bon, nous, maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est de demander au président de la République de nous écouter un peu. Et en nous écoutant un peu, vraiment après les 5 jours là, bon, les gens ont fait 3 mois ministres, ça suffit, c'est bon. Maintenant, vraiment, il faut arrêter cette idée de récompenser, non. 41 ministres, qu'est-ce qu'il faut évaluer? Et qu'est-ce que ça a changé? C'est même plus léthargique qu'avant. Donc, il faut vraiment modifier, il faut reprendre le gouvernement avec un nombre restreint. Et deuxièmement, moi, je pense qu'il est temps de revoir la Constitution. Peut-être si le président a des problèmes avec des alliés, s'il ne peut pas froisser ses alliés, il n'a qu'à modifier la Constitution
pour faire comme en France. Le député, quand il quitte, il peut revenir. Et maintenant, les leaders alliés qui sont partis, il fait un gouvernement de 20-25 membres, au plus grand maximum 30 membres. Maintenant, les leaders, là, ils peuvent revenir à l'Assemblée, ceux qui étaient députés. Vraiment, mais on ne peut pas aller comme ça. Les sentiments ne peuvent pas gérer un pays. Et on ne peut pas aller loin avec les sentiments. Si les sentiments gèrent un pays, nous, on aurait dû être la première puissance économique dans le monde. Donc, il est temps qu'on tire les leçons. Il faut qu'on se critique. Le président doit écouter les citoyens. Et vraiment, c'est lui seul qui est redevable. Nous, on a de quoi à demander à personne. C'est lui qu'on a élu. Et c'est à lui qu'on demande. Vraiment, l'heure de partage et de faire plaisir aux alliés, c'est fini. Après les 5 jours là, il faut revoir la composition du gouvernement et il n'a qu'à mettre une équipe vraiment de combat parce que tout le monde le sait. Il y a des problèmes. Si vous avez suivi le communiqué de la mission du FMI, elle a relevé un certain nombre de problèmes. Par exemple, ils disent qu'il y a un problème de gestion dans les dépenses publiques. Et 41 ministres ne font que compliquer cela. Puis c'est durant les 100 jours-là qu'évidemment la SONIDEP a perdu son monopole. Ces 100 jours-là, vraiment, ce n'est pas bien du tout. Et le professeur Boula l'a engagé au cours de ce deuxième mandat? Non. Boula, pour moi, en fait, je n'ai pas vu Boula. Parce que certaines affaires ne relèvent pas de Boula. Certaines sont des vieilles affaires. Boula, en tant que tel, je n'ai pas vu. Le Niger n'a pas de choix que de lutter sans état d'âme contre l'enrichissement illicite, contre le détournement des deniers publics, contre la corruption. Le Niger n'a aucun choix. Et si on ne peut pas le faire, ça veut dire juste on perd le temps. Et ces fléaux-là risquent de prendre le Niger en otage. Donc c'est un choix. Je rappelle, le président de la République a un choix à faire. Il a 2 options. Ou l'intérêt général ou le peuple nigérien, ou les amis politiques, les alliés. C'est tout. On n'a pas de choix. Le Niger est dans une situation où on n'a aucun choix que d'imposer une rigueur. J'ai vu le ministre qui se réjouit de l'approbation du FMI, 10 milliards de décaissement, 89,8 milliards de concours. Le tout, quand vous additionnez, ça ne fait pas 100 milliards. 100 milliards, là, il suffit qu'on soit discipliné et qu'on mène la lutte contre ces fléaux-là sans état d'âme, on peut multiplier ça. On n'en a même pas besoin d'aller nous faire humilier au FMI ou à la Banque mondiale, à l'interne. Les principes sont les mêmes aux États-Unis et au Niger. La différence réside dans l'application. Il suffit que nous soyons responsables et que nous aimons notre pays et nous appliquons les principes. Nous appliquons l'orthodoxie et on n'aura aucun problème. Vous allez voir, d'ici un an là, les choses vont commencer à se décanter et vous n'allez plus voir les visages froissés des Nigériens, vous allez voir de la lumière à travers les visages des Nigériens. Et ça, seul le président de la République a la clé. Ça dépend de lui. S'il le veut, dans un an là, vous allez voir les choses très claires et vous allez voir nos visages souriants. Maintenant, s'il ne veut pas, on va continuer à se lamenter et à répéter les mêmes discours parce qu'on ne nous écoute pas, parce qu'on n'écoute pas le peuple. Les 41 ministres là, un pays qui cherche à contrôler ou à gérer sa dépense publique, mais 41 ministres, c'est compliqué, ça complique les choses. Mais prends 41 ministres, certains n'ont même pas de locaux, il faut leur trouver des locaux.
Et un ministre, c'est un cabinet. Il faut le faire. Je ne suis pas sûr si d'autres même ont fini de s'installer. Non, on ne va pas se complaire dans ça. Les 5 jours sont plombés par l'équipe pléthorique du gouvernement. Et je ne vois pas une quelconque efficacité. Et moi, je suis convaincu. Avec les 41 ministres là, je ne pense pas à une quelconque efficacité. Avec ce rythme, quel serait l'avenir selon vous du Niger? L'avenir du Niger est radieux si on veut. Et l'avenir du Niger là, je me répète, c'est entre les mains du président. Si le président de la République veut, ça sera radieux. S'il ne veut pas, ça sera obscur. C'est vraiment entre ses mains. Et il a tous les moyens. Il a un 2e mandat. Et j'estime qu'il n'a de compte à rendre à personne. Vraiment, si c'est récompense, il a récompensé les gens suffisamment. Maintenant, la seule, il devrait être redevable du peuple nigérien seulement. Pas d'un ami politique, pas d'un allié politique, pas d'un militant. Ça là, il a fini, je pense, il a suffisamment récompensé. Maintenant, c'est vraiment le travail. Et c'est en ce sens, je dis, et je le répète, que vraiment la qualité de notre avenir est entre ses mains. Si vraiment le président veut, il fait l'option de l'intérêt général et du peuple nigérien. Je vous l'assure, dans un an là, vous n'avez même pas à faire de commentaires. Dans un an là, s'il décide, on connaît nos fléaux, on connaît nos problèmes. Il faut faire en sorte que notre état de droit soit agissant. Il faut réhabiliter la primauté de l'état de droit. Il faut que le droit prime sur toute considération. Ça suffit, vraiment on a été tellement complaisant. Ça suffit la complaisance. Ça suffit de faire plaisir à X ou Y. Maintenant, il faut faire plaisir au peuple. Nous demandons au président de faire plaisir au peuple, c'est tout.